22 heures, place Beauvau. Un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur ouvre un dossier marque confidentiel. À l'intérieur, 3 chiffres. 3 chiffres qui, ensemble, racontent une histoire que personne en France ne veut vraiment entendre. Le premier chiffre, c'est 645 000. Le nombre de bébés nés en France en 2025. Le deuxième, c'est 651 000. Le nombre de personnes décédées la même année. Pour la première fois depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de cercueils que de berceaux en France. Et le troisième chiffre, 176 000. Le solde migratoire. C'est-à-dire la seule raison pour laquelle la population française continue de croître. Aujourd'hui, on va plonger dans les vrais chiffres de l'immigration en France. Pas les slogans de campagne, pas les punchlines de plateau télé, les chiffres. Ceux de l'INSEE, du ministère de l'Intérieur, de la Cour des comptes, de l'OCDE. On va répondre à 3 questions. Première question, combien de personnes immigrent réellement en France chaque année et d'où viennent-elles? Deuxième question, quel est le vrai coût et le vrai apport économique de l'immigration? Et troisième question, comment ces chiffres vont-ils redessiner l'élection présidentielle de 2027? Restez avec nous, parce que les réponses sont bien plus compliquées que ce que la droite et la gauche veulent vous faire croire. Commençons par le commencement. Pour comprendre l'immigration en France aujourd'hui, il faut d'abord comprendre un fait démographique fondamental. La France vieillit. Et elle vieillit vite. En 2010, 827 000 bébés sont nés en France. En 2025, 645 000. C'est une chute de 24% en 15 ans. L'indice conjoncturel de fécondité, le nombre moyen d'enfants par femme, est tombé 1,56 en 2025. Pour retrouver un chiffre aussi bas, il faut remonter à 1918. L'année où les hommes mouraient dans les tranchées de Verdun. Ce n'est pas une crise passagère. Les démographes de l'INED et de l'INSEE sont formels. C'est le signe d'un nouveau cycle démographique. Les femmes françaises font moins d'enfants, plus tard, et cette tendance ne s'inversera pas avec une prime à la naissance. Résultat, au 1er janvier 2026, la France compte 69,1 millions d'habitants. Mais cette croissance, ce 0,25%, elle ne vient plus des naissances. Elle vient uniquement de l'immigration. Mettons les choses au clair. Sans immigration, la population française aurait commencé à diminuer en 2025. Maintenant, regardons qui arrive, combien et par quels canaux. En 2025, la France a délivré 384 000 premiers titres de séjour. C'est 11,2% de plus qu'en 2024. Près de 3 millions de visas ont été émis, une hausse de 3,5%. À la fin 2025, 4,5 millions d'étrangers disposent d'un titre de séjour valide en France. 4,5 millions. C'est 8,1% de la population totale. Mais qui sont ces gens? D'où viennent-ils? L'INSEE nous donne la réponse. En 2023, 3,5 millions d'immigrés nés en Afrique vivent en France. C'est 48% de tous les immigrés. L'Afrique est le premier continent d'origine, loin devant l'Europe. Sur ces 3,5 millions, 6 sur 10 viennent du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. En 1968, c'était 9 sur 10. Ce qui a changé, c'est la montée spectaculaire de l'immigration subsaharienne. Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Mali, Sénégal. Cette part ne cesse de croître depuis 30 ans. Il y a aussi 116 476 demandes d'asile enregistrées en 2025. Les principales nationalités? Ukraine, Afghanistan, Haïti, République démocratique du Congo, Guinée, Côte d'Ivoire. Le taux de protection, c'est-à-dire le pourcentage de demandeurs qui obtiennent effectivement l'asile, est de 38,8%. Et puis il y a un chiffre qu'on ne connaît pas vraiment, l'immigration irrégulière. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a estimé le nombre d'étrangers en situation irrégulière à environ 700 000, avec une fourchette de 600 000 à 900 000. Par définition,
on ne recense pas les personnes sans titre de séjour. L'indicateur le plus fiable, c'est l'aide médicale d'État, l'AME, qui comptait 465 000 bénéficiaires fin 2024. Mais tout le monde s'accorde à dire que le chiffre réel est supérieur. Si on vous dit que l'immigration est maîtrisée, regardez un seul chiffre. La France délivre plus de 120 000 obligations de quitter le territoire, les fameuses OQTF, chaque année. C'est un record en Europe. Mais seulement 10% sont exécutés. 10%. Sur 120 000 ordres de quitter le territoire, 12 000 personnes partent effectivement. Abonnez-vous maintenant, parce que dans la partie suivante, on va parler d'argent. Et les chiffres que vous allez entendre, ni la gauche ni la droite ne les mettent jamais côte à côte. Parlons économie. C'est le sujet le plus toxique du débat français. Combien coûte l'immigration ? Combien rapporte-t-elle ? Commençons par les chiffres les plus cités et les plus manipulés. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie avance un coût net de 41 milliards d'euros par an. Coût brut, 75,1 milliards. Moins les contributions fiscales et sociales des étrangers. Résultat, 41 milliards de déficit. C'est l'équivalent de 3,4% du PIB français. 41 milliards. Pour donner une échelle, c'est plus que le budget annuel de la défense. C'est presque le budget de l'éducation nationale. Mais attention, ce chiffre mérite d'être décortiqué. D'abord, il inclut les dépenses universelles, santé, éducation, infrastructure, reparties proportionnellement. Un enfant d'immigré qui va à l'école publique, ça coûte de l'argent. Mais c'est un investissement, pas une perte sèche. Cet enfant, dans 20 ans, paiera des impôts et des cotisations. Ensuite, l'OCDE nuance considérablement. Selon leurs calculs, l'impact à long terme des migrations sur la richesse par habitant est neutre, entre plus 1 et moins 1% du PIB. Autrement dit, l'immigration ne ruine pas la France. Mais elle ne l'enrichit pas non plus de manière spectaculaire. La vérité est entre les deux. Et elle dépend énormément de quel type d'immigration on parle. L'immigration qualifiée, ingénieurs, médecins, chercheurs, est un gain net pour l'économie. Sans les médecins formes à l'étranger, des dizaines d'hôpitaux ruraux fermeraient demain. L'immigration de travail dans les secteurs en tension, BTP, nettoyage, logistique, aide à la personne, comble des postes que les Français ne veulent plus occuper. 62,4% des immigrants en âge de travailler ont un emploi, contre 69,5% pour les natifs. L'écart existe, mais il n'est pas un gouffre. Et puis, il y a l'immigration familiale et humanitaire, où l'insertion professionnelle est beaucoup plus lente. Les titres humanitaires ont bondi de 65% en un an, 92 600 en 2025. Ukraine, Afghanistan, RDC. Ces personnes ont besoin de temps, de formation, de logement, avant de contribuer au marché du travail. La Cour des comptes chiffre le coût de la lutte contre l'immigration irrégulière à 1,8 milliard d'euros par an. Près de 2 milliards pour essayer d'éloigner des gens dont seulement 10% partent effectivement. C'est le tonneau des Danaïdes version républicaine. Prenons un exemple concret. Ahmed, appelons-le Ahmed, est arrivé du Maroc en 2018 avec un visa étudiant. Il a fait un master en informatique à Lille. Aujourd'hui, il travaille chez un éditeur de logiciels à la Défense, paie ses impôts, cotise à la sécurité sociale. Ahmed est un gain net. Maintenant, Fatou, arrivé de Côte d'Ivoire en 2021 par regroupement familial. Pas de diplôme reconnu en France, 3 enfants scolarisés en Seine-Saint-Denis, un mari qui travaille dans le BTP au noir. Fatou n'est pas un chiffre dans un tableur, c'est une femme qui essaie de construire une vie. Mais en termes comptables, sa famille coûte plus qu'elle ne rapporte, pour l'instant. Le problème, c'est que le débat français refuse de faire cette distinction. À droite, tout immigre est un coût. À gauche, tout immigre est une chance. La réalité, c'est que ça dépend. Ça dépend de l'âge, du diplôme, du secteur, de la maîtrise du français, du type de titre de séjour. Et ça dépend surtout de la politique d'intégration. Et là, les chiffres sont sans appel. Abonnez-vous maintenant, parce qu'on arrive au cœur du sujet. Ce qui se passe dans les banlieues françaises, c'est l'histoire que les chiffres nationaux ne racontent pas.
Parlons de la Seine-Saint-Denis, le 9-3, le département le plus jeune de France métropolitaine, le plus dense aussi, 7222 habitants au kilomètre carré, 66 fois la moyenne nationale. 31,1% de la population du 9-3 est immigrée. C'est le deuxième taux le plus élevé de France, derrière Mayotte. En 2011, 64,9% des enfants nés dans ce département avaient au moins un parent né à l'étranger. Presque 2 enfants sur 3. Les 10 principales nationalités d'origine: Algérie, Maroc, Portugal, Tunisie, Mali, Sri Lanka, Turquie, Chine, Roumanie, Côte d'Ivoire. Le monde entier dans un département de 236 km². Et ce département est un laboratoire. Ce qui se passe en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, c'est ce qui se passera dans d'autres départements demain. Les écoles du 9-3 manquent de professeurs, les hôpitaux manquent de lits, les commissariats manquent d'effectifs. Le taux de chômage est le double de la moyenne nationale. Les bars HLM construites dans les années 60 et 70 tombent en ruine. Mais en même temps, et c'est ça que les chiffres bruts ne montrent pas, la Seine-Saint-Denis est un moteur économique. Le marché de Rungis, la plaine Saint-Denis devenue pôle du numérique et du cinéma, le Stade de France, la zone aéroportuaire de Roissy. Des centaines de milliers d'emplois. Le problème n'est pas l'immigration en soi. Le problème, c'est la concentration. Quand 30% de la population d'un territoire est immigrée et que ce territoire manque de services publics, on ne crée pas de l'intégration. On crée des sociétés parallèles. Prenons Quadio, 23 ans, né à Aulnay-sous-Bois de parents ivoiriens, français sur le papier. Mais il a grandi dans une cité où le français qu'on parle n'est pas celui de Molière. Son lycée manquait de profs de maths. Quand il envoie son CV avec son adresse en 9-3, le taux de rappel chute de 40% par rapport à un CV identique avec une adresse parisienne. C'est un chiffre documenté par des études de testing. Quadio n'est pas un immigre, mais il porte l'immigration sur son nom de famille et sur son code postal. Et ça, c'est l'échec de 50 ans de politique d'intégration à la française. Maintenant, regardons le tableau national. La France ne compte pas les statistiques ethniques. C'est interdit par la loi. Mais les chercheurs contournent cette interdiction en utilisant le pays de naissance des parents. Ce qu'ils trouvent, c'est que la deuxième génération, les enfants d'immigrés nés en France, représentent une part croissante de la population active, et que leur trajectoire dépend énormément du capital social et éducatif de leurs parents et de l'endroit où ils grandissent. Un fils d'ingénieur tunisien installé au Lyon n'a pas le même destin qu'un fils d'ouvrier malien installé à Sevran. Et pourtant, dans les statistiques, ils sont tous les deux descendants d'immigrés africains. Il y a un autre chiffre qui devrait nous faire réfléchir. La France dépense chaque année 2,16 milliards d'euros pour son budget immigration, en hausse de 80 millions pour 2026. C'est le budget du contrôle, des visas, de l'asile, de l'hébergement d'urgence. Mais le budget de l'intégration, les vrais cours de français, la vraie formation professionnelle, le vrai accompagnement vers l'emploi, c'est une fraction de cette somme. On met plus d'argent dans les murs, frontières, centres de rétention, charters, que dans les ponts, langue, diplôme, insertion. Et le résultat, on le voit en Seine-Saint-Denis, on le voit à Marseille-Nord, on le voit à Roubaix. Des territoires où l'État a abandonné l'intégration au profit du contrôle, et où ni l'un ni l'autre ne fonctionne. C'est là que le débat déraille. On parle de millions de gens comme s'ils étaient un bloc homogène. Ils ne le sont pas. Abonnez-vous maintenant, parce que la dernière partie de cette vidéo connecte tout ce qu'on vient de voir à l'échéance politique la plus importante de la décennie, 2027. 2027, l'élection présidentielle. Et l'immigration sera le sujet numéro 1. C'est déjà le cas dans les sondages. Marine Le Pen et Jordan Bardella, Rassemblement national, sont crédites de 32 à 36% au premier tour, loin devant tous les autres candidats. Édouard Philippe, 20 à 24%. Gabriel Attal, 18%. Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur devenu candidat Les Républicains, a annoncé qu'il voulait, je cite,
renverser la table avec des référendums sur l'immigration et la primauté du droit national sur les normes internationales. Voilà où en est le débat politique français. D'un côté, un bloc qui veut réduire drastiquement l'immigration. De l'autre, un camp qui refuse d'en parler sereinement. Et au milieu, 69 millions de Français qui vivent avec la réalité quotidienne. Et entre ces deux blocs, il y a un vide intellectuel. Personne ne présente un plan cohérent qui tient compte à la fois de la réalité démographique, de la réalité économique et de la réalité humaine. C'est soit le mur, soit la porte ouverte. Pas d'architecte. Regardons ce que les candidats ne disent pas. Premier silence. La France a besoin d'immigration. Le taux de fécondité à 1,56. C'est un point mort démographique. Sans apport migratoire, la population active va diminuer. Moins de travailleurs, moins de cotisants, moins de recettes fiscales. Qui paiera les retraites des baby-boomers? Les robots, peut-être? L'immigration, certainement. Deuxième silence. La politique d'éloignement ne fonctionne pas. 120 000 OQTF, 10% exécutés. On peut passer d'1,8 milliard à 3 milliards de budget pour les expulsions, le résultat sera marginal. Parce que les pays d'origine ne reprennent pas leurs ressortissants. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ne délivrent pas les laissez-passer consulaires. Et la France n'a pas de levier pour les forcer sans sacrifier d'autres intérêts diplomatiques. Troisième silence. L'intégration est un investissement de 20 ans, pas un slogan électoral. L'Allemagne a investi massivement dans l'apprentissage de la langue et la formation professionnelle après 2015. La France n'a jamais fait cet effort à la même échelle. Les contrats d'intégration républicaine existent sur le papier. Dans la réalité, c'est quelques heures de cours de français et une poignée de main à la préfecture. La loi Darmanin de janvier 2024, la plus restrictive depuis 4 décennies, a durci les conditions de séjour, élargi les OQTF, conditionne les titres au respect des principes de la République. 1 an et demi plus tard, les premiers bilans sont mitiges. Les régularisations par le travail n'ont quasiment pas fonctionné. Les éloignements ont augmenté de 15,7%, 32 379 en 2025, mais ça reste une fraction du nombre total d'irréguliers. La circulaire Retailleau de janvier 2025 a abrogé la circulaire Valls de 2012 qui facilitait les régularisations. Résultat, les associations humanitaires crient au scandale, les préfectures croulent sous les dossiers et sur le terrain, rien ne change vraiment. Voici ce qu'aucun candidat ne vous dira dans un meeting électoral. La France de 2027 sera une France où le solde naturel est négatif, où la croissance démographique dépend de l'immigration, où 4,5 millions d'étrangers en situation régulière vivent, travaillent, paient des impôts, où 600 000 à 900 000 personnes vivent dans l'ombre, sans papier, sans droit, mais pas sans existence. La question n'est plus pour ou contre l'immigration. C'est fini ça. La question c'est comment organiser une réalité qui est déjà là? Comment s'assurer que les Ahmed de demain trouvent un emploi qualifié? Comment éviter que les Fatou restent bloqués dans une impasse administrative pendant 5 ans? Comment faire en sorte que les Quadios ne soient pas juges sur leur code postal? Et surtout, comment financer tout cela quand la France est déjà endettée à 112% de son PIB? Il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a pas de solution magique. Il y a des arbitrages, des choix, des compromis. Et ces choix, ce sont les électeurs de 2027 qui les feront. Avec un bulletin de vote dans une main et peut-être ces chiffres dans l'autre. Voilà. On a mis les chiffres sur la table. Pas de propagande, pas de slogan. Juste des données. Et ces données racontent une histoire claire. La France change. Démographiquement, économiquement, socialement. La question, c'est comment elle décide de gérer ce changement. Écrivez en commentaire, si vous étiez président en 2027, quelle serait votre première mesure sur l'immigration? Une seule mesure. On lit tout. Dans notre prochaine vidéo, on va analyser un autre dossier explosif. Pourquoi la France perd l'Afrique?
30 pays, 50 ans de Franc-Afrique et un effondrement en cours. Les chiffres sont saisissants.